J'appelle désormais Jean Belin et les intervenants de la première table ronde pour ouvrir donc sur le thème pourquoi une politique industrielle européenne de défense, sujet qui peut paraître sans doute assez clair pour nous Français habitués à ces concepts de politique de défense, sans doute beaucoup plus compliqué pour nos camarades et collègues européens. J'espère que cette table ronde va nous permettre de clarifier ce paysage. Je vous en prie. Et il y a un quatrième intervenant qui devrait intervenir en distanciel, M. Camille Grand. Je vous invite à le rejoindre. Merci. Oui, bonjour. Je remercie Olivier, le général d'Estremo et Christian de Boissieu pour ces mots d'introduction. Donc, j'ai le plaisir d'animer la première table ronde qui est intitulée « Pourquoi mettre en œuvre une politique industrielle européenne de défense ?» Et chaque intervenant répondra à cette question avec son approche et sa vision du problème. J'ai le plaisir d'accueillir la sénatrice Conway Mouret, qui est secrétaire de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat. Thomas Gomard, qui est directeur de l'Institut français des relations internationales. Antoine Bouvier, qui est directeur de la stratégie des fusions-acquisitions et des affaires publiques du groupe Airbus, et Camille Grand, qui sera en distanciel depuis Bruxelles et qui est secrétaire général adjoint pour l'investissement de défense à l'OTAN et nous exposera la vision de l'OTAN. Donc Christian nous l'a rappelé en introduction, une politique industrielle, finalement, c'est un ensemble de mesures interventionnistes des pouvoirs publics qui ont deux objectifs, soit soutenir une activité, soit faciliter le changement structurel. Donc on verra pourquoi, dans le domaine de la défense et au niveau européen, il est intéressant et il est nécessaire de mettre en place une politique industrielle européenne de défense. Donc je vais passer la parole à la sénatrice Conway Mouret pour quelques propos introductifs et puis pour nous présenter la vision du politique. Donc vous connaissez bien le monde de la défense, vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat depuis 2011. Vous êtes maintenant secrétaire de cette commission. Vous avez rédigé récemment un rapport avec Ronan Le Gleut, donc sans dévoiler les enseignements de ce rapport qui pourraient nous servir pour la deuxième table ronde sur le comment mettre en œuvre justement cette politique industrielle. Peut-être que vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi il est utile de définir et de mettre en œuvre une politique industrielle de défense et au niveau européen. Madame la sénatrice, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et à ceux que je devine derrière leurs écrans. Alors oui, c'est un propos liminaire que j'ai choisi d'écrire tant le sujet est complexe. Je pense que nous abordons avec la question posée un sujet de fond, et c'est un débat de fond vraiment. Et donc j'ai essayé de condenser mon propos en essayant d'apporter le plus de réponses possibles à la question posée. Et je voudrais d'ailleurs saluer les organisateurs de cette conférence qui ont fait le choix justement de poser une question et de ne pas nous donner une affirmation. Peut-être parce que poser les questions, c'est déjà les résoudre. Et donc, j'ai choisi le parti pris pédagogique qui poussera donc, je pense, chacun d'entre nous à tenter de répondre à ces interrogations et à ouvrir un débat sur les défis à prendre en compte. Alors, après réflexion, il me semble que la mise en place d'une politique industrielle européenne de défense qui aura nécessairement pour corollaire l'établissement d'une base industrielle et technologique de défense européenne, donc une BITDE, au sens où nous l'entendons plus communément, même si je préférais parler d'une BITDES de souveraineté, et cela s'impose à nous, il me semble, pour 5 motifs que je vais développer. Première raison, et celle qui doit nous guider, est celle de bâtir une Europe politique. Et Général, vous y avez fait référence dans votre propos. Je soupçonne qu'il existe en France aujourd'hui un consensus, et nous allons le tester dans ce débat et dans vos questions, sur la nécessité d'une Europe forte et unie, investie d'une double mission. La première, bien sûr, est celle d'assurer la pérennité de la paix sur notre continent, paix que nous connaissons depuis
plus de 70 ans maintenant pour l'Europe occidentale et un peu plus de 20 ans pour l'Europe orientale. Et c'est un point, je crois, qu'il faut que nous gardions à l'esprit dans nos relations avec les pays sur le flanc est du continent, pour utiliser un vocabulaire un peu militaire. La seconde est de répondre à la demande croissante de protection et de sécurité des citoyens européens face à la menace terroriste qui nous frappe maintenant sur notre sol. Alors cette aspiration s'est exprimée dans la déclaration Schuman, qui a tendu à rendre toute guerre non seulement impensable, mais matériellement impossible. Elle s'est aussi exprimée depuis lors par une méthode, celle des petits pas de Jean Monnet, celle qui, avec Proudhon et le fédéralisme fonctionnel, a eu pour objet de développer des coopérations concrètes pour illustrer la réalité des solidarités entre les États membres. L'Euratom et la CECA, par exemple hier, l'union fiscale et l'union monétaire aujourd'hui. Bref, une approche pragmatique dont on pouvait attendre qu'elle ferait naître une conscience politique et une compréhension commune. Et pourquoi donc la définition d'une politique industrielle de défense relèverait-elle d'une démarche différente ? Certes, l'échec du traité constitutionnel a démontré la force des nationalismes et a montré que nous n'étions pas prêts pour une Europe politique. Il y a de cela 20 ans maintenant, un peu moins. Le sommes-nous aujourd'hui ? Ce qui est certain, c'est qu'un seul pays, fût-il la France, ne peut forcer la marche de l'histoire. Nous pouvons montrer le chemin et c'est ce que l'on attend de nous. Et je crois que le discours de la Sorbonne du chef de l'État a relevé de cette attente. Faut-il pour autant brusquer nos partenaires avec notre vision d'autonomie stratégique et de souveraineté ? Cette démarche peut certes provoquer la réaction de nos partenaires, mais elle peut à l'inverse aboutir à des incompréhensions, voire à des blocages. Et je crois que la récente déclaration de la ministre de la Défense allemande, Annegret Kramp-Karrenbauer, qualifiant d'illusion le concept que nous défendons, en est un flagrant exemple, mais ce n'est pas la seule. Alors avons-nous raison avant tout le monde ? En tout cas, nous paraissons maintenant plus enthousiastes que les autres, sous réserve de l'épisode malheureux de la CED, après lequel nous courons, il me semble, depuis 1954. Il nous faut admettre que des signaux positifs apparaissent à l'égard d'une Europe politique qui se met lentement en place. En effet, plusieurs avancées récentes vont dans le sens de la réalisation, encore très timide, de cette Europe politique, telle que la création du Fonds européen de défense et de la direction générale qui a été créée pour le gérer, l'introduction de la défense dans le portefeuille d'un commissaire européen en la personne de Thierry Breton, et maintenant la mise en œuvre de la boussole stratégique qui pourrait servir de préparation à un livre blanc de la défense européen que nous appelons en tout cas de nos voeux au Sénat. Et c'était aussi un des rapports, mais le précédent, pas celui sur le SCAF, sur la défense européenne. Reprochera-t-on à ce calendrier d'être trop lent alors que l'histoire s'accélérerait ? Cet élément est pourtant primordial, car sans volonté politique, je ne vois pas comment une politique industrielle européenne de défense pourrait se mettre en place. Après la justice, on a eu la création de la Cour de justice européenne et la monnaie, dont j'ai parlé il y a un instant, la défense est la dernière des grandes compétences régaliennes à entrer dans le champ de la réflexion à partager. C'est bien le pouvoir politique qui décide des priorités budgétaires et donc des moyens et qui porte des projets communs tels le SCAF ou les MGCS. Et les difficultés aujourd'hui, en tout cas dans les négociations, se concentre au niveau industriel, et c'est bien naturel puisque chaque partie essaye de défendre ses intérêts, mais n'est pas et n'est plus au niveau politique. Deuxième raison est d'ordre stratégique. D'une part, depuis la fin de la guerre froide, les États européens ont fait le choix de toucher les dividendes de la paix et ont par conséquent diminué drastiquement leurs dépenses de défense. Cette baisse a été continue pendant 25 ans. Or, comme le soulignait la revue stratégique de défense et de sécurité nationale en 2017, l'Europe est désormais confrontée à une convergence des menaces qui nécessite que les Européens soient davantage engagés en faveur de leur propre sécurité. Et il me semble quand même, quand on regarde les chiffres, qu'il y a une vraie prise de conscience au niveau européen. Je prends pour exemple l'augmentation de 5% des dépenses militaires pour le seul continent européen. Je crois que c'est la plus forte hausse qu'il n'y ait jamais eu. D'autre part, le marché de la défense est de plus en plus compétitif. Les industries européennes doivent faire face à des champions américains, mais aussi à de nouveaux compétiteurs que sont les pays émergents que je crois vous connaissez tous trop bien. Dans ce contexte, deux mouvements sont venus structurer la politique industrielle européenne de défense. Le premier est un mouvement de concentration vers la construction
de grands groupes européens capables d'atteindre une taille critique. Toutefois, malgré la création de leaders, je crois que nous avons leur nom ici, en tout cas derrière moi, la persistance d'une multitude de concurrents continentaux fragilise la position européenne face à la concurrence mondiale. En effet, si les différentes industries de défense européennes n'unissent pas leurs forces, ou pire, si elles continuent, comme c'est souvent le cas, à être en concurrence directe sur les mêmes marchés, elles risquent d'être éliminées à brève échéance. Là, ce sont des propos recueillis dans le bureau du PDG de Leonardo l'année dernière à Rome. Le second procède des coopérations bilatérales ou plurilatérales. À cet égard, la loi de programmation militaire 2019-2025 prévoit que le nombre de programmes en coopération avec les partenaires européens sera augmenté d'au moins 36% par rapport à la précédente LPM. Troisième raison est d'ordre économique. Tout d'abord, les coopérations représentent un moyen de disposer de matériel ou capacités technologiques innovantes que chaque État membre, isolément, aurait du mal à développer du fait des coûts élevés de recherche et de développement. Le développement du SCAF, avec son investissement initial estimé à 30 milliards, serait impensable dans le cadre d'un seul pays, tant les coûts de développement d'un programme aussi complexe le mettent hors de portée d'un seul budget national. En effet, si la coopération internationale en matière de défense accroît légèrement le montant des frais non récurrents, à savoir la recherche et le développement, elle en permet aussi le partage entre les partenaires et réduit ainsi le total des dépenses à assumer pour chaque État. Je pense d'où l'ouverture aujourd'hui du programme Tempest voulu par les Britanniques, un nombre très important d'investisseurs. Ensuite, il existe aujourd'hui un consensus démontrant que les investissements dans la défense ont un effet multiplicateur de croissance. Ces investissements sont économiquement rentables à long terme, puisqu'un euro investi dans la défense en rapporte 2 au bout de 10 ans. Je crois que ce concept est aujourd'hui accepté même par les néolibéraux, qui pourtant misaient tous sur l'efficience, puisqu'aujourd'hui ils acceptent les effets positifs sur la croissance de l'investissement de défense par la dépense publique. Ils sont en outre les moins coûteux du fait d'un retour fiscal et social d'autant plus rapide que le recours à l'importation de composants et de main-d'œuvre est limité. Nous savons que moins le secteur industriel est dépendant d'un approvisionnement et d'une main-d'œuvre extérieure, plus ce rendement est élevé. Ça paraît une évidence, mais c'est mieux de le dire. Ils ne doivent donc pas être considérés comme un centre de coût auquel on ne consent que par nécessité, mais comme un centre de profit, comme une dépense vertueuse qui stimule l'innovation, la productivité, l'exportation et le développement du tissu industriel. En tout cas, c'est le message que nous, politiques, portons, en tout cas en tant que commissaire de la CAED. Enfin, compte tenu du fait que la majorité des entreprises possèdent une gamme de produits à la fois militaires et civils, l'investissement dans les programmes d'armement bénéficie souvent aux productions civiles. Aujourd'hui, cette dualité est bien acceptée. Et malheureusement, la problématique économique est liée plutôt à en tout cas dans le domaine aéronautique, à la partie civile que militaire. Quatrième raison, vise à maintenir notre industrie de défense à la frontière technologique. Monsieur Kiva ne va pas démentir ce que je vais dire. Le développement du numérique, que le sociologue américain Alvin Toffler définissait comme une troisième vague, c'est une vague numérique qui est mieux que virale, succédant à la révolution agraire puis industrielle, engendre une multiplication et une accélération des innovations dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'échange de données, du cloud de combat ou encore de guerre électronique. Avec bien sûr immédiatement l'ouverture d'un débat d'ordre éthique qui s'impose à nous. Parallèlement, il donne naissance à de nouvelles menaces hybrides et modifie profondément le champ des opérations militaires. Nous sommes donc lancés dans une course à la supériorité technologique. Nous devons à tout prix éviter l'écueil dû à cette accélération du cycle de l'innovation, celui d'une déconnexion de plus en plus grande entre le temps court des évolutions technologiques et le temps long des programmes d'armement. En effet, il se passe plusieurs décennies entre le lancement des études et l'aboutissement d'un produit fini. Cela vaut également d'ailleurs entre l'État qui passe une commande et la livraison ensuite qui suit quelques années plus tard. Pour éviter d'être distancés, nous devons donc faire preuve d'adaptation continue. Et là, récemment, lors de nos auditions avec l'armée de terre, on nous parlait de scorpionisation du char Leclerc dans l'attente nécessaire du MGCS qui devrait arriver dans quelques années. C'est d'ores et déjà le cas à travers du développement de projets structurants que sont le système de combat aérien du futur et le char, conçus comme des systèmes de systèmes comportant des briques totalement exclusives et innovantes.
L'enjeu notamment pour le SCAF est d'éviter d'élaborer un programme qui serait obsolète dès sa mise en service. C'est notamment la raison pour laquelle nous avons proposé dans un récent rapport d'information parlementaire d'accélérer le calendrier du SCAF afin de prévoir un achèvement avant 2024 et de rapprocher ce programme de celui du Tempest concurrent qui, lui, est prévu pour 2035. Je crois que nous ne prenons pas assez au sérieux le projet concurrent anglais. En tout cas, peut-être que nous y reviendrons dans le débat. Et pour conserver le maillot jaune, il faut investir maintenant. Je crois que nous avons aujourd'hui, nous payons très cher le manque d'investissement récurrent et nous devons tirer toutes les leçons de cela. Donc à ce titre, il est regrettable que le budget alloué au Fonds européen de défense ait été réduit de moitié. Pourtant, ce dispositif prometteur, qui a justement été élaboré pour favoriser la compétitivité et la capacité d'innovation de la base industrielle et technologique de l'UE dans le domaine de la défense, en soutenant les activités de R&D axées sur la défense, représente un puissant levier d'incitation aux investissements des États membres dans les projets choisis, selon le rapport en termes d'innovation de rupture. Je pense que c'est un arbitrage que la France a perdu. C'est le premier, puisque le deuxième, pour moi, est l'ouverture de la CSP à des pays tiers, et cela sous la pression allemande. Il est d'autant plus dommageable que le secteur de la défense, caractérisé par une main-d'œuvre hautement qualifiée à valeur ajoutée, dont les chaînes de production sont implantées en Europe, ne figure pas parmi les priorités du plan de relance, tant au niveau national qu'au niveau de l'Union européenne. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons dénoncé ce matin en commission, mais demain nous avons le débat budgétaire avec la ministre, et nous présenterons ce point comme vraiment un regret. Je crois que là, nous ratons quelque chose. Enfin, la mise en œuvre d'une politique industrielle européenne de défense présente un dernier atout, plus rarement évoqué, mais tout aussi important, la rationalisation des capacités. Je citerai 2 chiffres pour illustrer le fait que l'action de l'Europe demeure encore dispersée en matière de défense. D'abord, bien que l'Union européenne consacre à sa défense la moitié du montant que les États-Unis y affectent, ces derniers ont une efficience plus de 2 fois supérieure. Ce que nous rapportent d'ailleurs les militaires américains quand nous les rencontrons, quant à notre capacité de faire autant avec si peu. Ensuite, alors que l'Union européenne dispose de 178 systèmes d'armes différents, les États-Unis n'en comptent que 30. Ainsi, l'Union juxtapose pour tous les systèmes d'armes utilisés par les États membres de très nombreux modèles différents. Je ne vais pas vous les énumérer, ils sont trop nombreux. S'il est certain qu'une telle variété d'équipements complique le maintien en conditions opérationnelles et engendre de fait des surcoûts, il est parfois avancé qu'elle nuit également à l'interopérabilité des armées européennes. Et à cet égard, je dirais, peut-être vous n'êtes pas d'accord, que l'interopérabilité relève davantage de la compréhension mutuelle que d'équipements communs. Cette compréhension mutuelle passe d'abord par la formation, il me semble, et des missions communes. À titre d'exemple, le programme CAMO permet aux forces françaises et belges d'adopter une même doctrine d'emploi des matériels et surtout de bénéficier d'un même système de formation et d'engagement. Et le militaire français m'avait dit en Estonie que, en fait, il pouvait utiliser un fusil différent de celui des Anglais ou de celui des Estoniens, mais que l'important était de comprendre la stratégie et surtout de comprendre les ordres. J'en termine. Donc elle passe aussi par un rapprochement des visions qu'ont les États membres des finalités du renforcement de l'industrie européenne de défense. En effet, la demande qui justifie l'existence d'une base industrielle et technologique de défense européenne est très particulière. Donc, quelques mots de conclusion. Je sais plus que d'autres, parce que la politique a cette force, qu'il n'y a pas de fatalisme et que rien n'est impossible. Nous rappelons avec raison à nos enfants que les choses peuvent leur paraître difficiles, non parce qu'elles le sont, mais parce qu'ils le pensent. L'Union européenne, hier comme aujourd'hui, a comme principal problème non pas un déficit de puissance, mais un manque de volonté. C'est un moindre mal dont nous devons nous réjouir. Débarrassons-nous de nos naïvetés, comme le rappelait le président de Boissieu, de nos divisions habituelles. Mais faisons-le collectivement, car à ce jeu, il n'y aura pas de meilleur élève de la classe, et c'est sans doute là la seconde bonne nouvelle. Dans la conception d'une vision commune, tous y ont le même poids, la même place, belges et italiens, portugais et estoniens, français et allemands. Cette délibération égalitaire, parce que chacun doit y renoncer, à ce qui fonde l'essence même de la puissance étatique depuis 5 siècles, ouvre aussi la voie à l'Europe politique, à une forme de fédéralisme,
après laquelle nous courons par idéalisme hier, volontarisme aujourd'hui et peut-être par nécessité demain. Nous n'avons certainement jamais été aussi proches de la réalisation d'une Europe qui soit capable de porter des grands projets industriels, parce que nous sentons aussi que l'Europe politique est à notre portée. Kairos, ce concept philosophique qui désigne l'occasion à saisir, se présente à nous. Donc saisissons-le et assumons notre place dans l'histoire. Je vous remercie. Madame la sénatrice, je vous remercie pour cette vision complète des raisons du point de vue d'un politique de mettre en œuvre une politique industrielle de défense. Donc ça va me permettre de faire réagir les autres intervenants. Et puis je rappelle que à la fois la salle et le public en distanciel peut poser des questions. Nous aurons un temps d'échange à la fin de la table ronde où vous pourrez réagir sur les propos qui ont été tenus et poser vos questions aux intervenants. Donc Thomas Gomard, vous êtes un chercheur, un historien, spécialiste des relations internationales. Madame la sénatrice a cité comme une des premières raisons finalement les enjeux sécuritaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les lignes de faille actuelles dans l'environnement stratégique européen ? Je vais essayer. Mais avant cela, je voudrais d'abord vous remercier pour votre invitation et saluer l'ambassadeur Berman et le général d'Estremo et les remercier de nous réunir physiquement, parce que c'est quand même très agréable, même masqué, de voir des faces amies, pour paraphraser Audiard. Et j'en profite aussi pour saluer Camille Grand, qui est à distance, en lui disant que nous avons passé l'année 2019-2020 ensemble. On a dû rater quelque chose au moment des vœux. Donc je ne suis pas sûr de repasser l'année 2020-2021 avec toi, mais je ferme là la parenthèse. Pour répondre à votre question, on peut y répondre de manière très classique sur les aspects, au fond, ordre de priorité définis dans un certain nombre de documents que Madame la sénatrice a mentionnés. Bon, pour faire très simple, le djihadisme, la compétition des puissances, l'entrée dans un nouvel âge nucléaire, et puis cette dialectique État failli, sécurité humaine. Et avec toutes les incidences que cela peut avoir aujourd'hui dans le domaine sanitaire, demain dans le domaine environnemental. Bon, ça, c'est la réponse, je dirais, classique. On peut élaborer. Sur le deuxième point, on voit par exemple que le comportement de la Turquie est probablement ce qui avait été sous-estimé par la revue stratégique de 2017. On était à ce moment-là assez focalisé sur la Russie après l'annexion de la Crimée et la déstabilisation du Donbass. Que les aspects sanitaires avaient plutôt été vus, enfin avaient été évoqués. Mais je pense qu'en fait, ce qu'il faut arriver à penser, c'est cette simultanéité entre ces quatre tendances. Et j'insisterai sur la troisième, sur l'entrée dans un nouvel âge nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a là à la fois une problématique de refonte pour les outils comme les nôtres, et puis à la fois l'apparition possible de nouveaux acteurs nucléaires, et puis aussi l'évolution de certaines doctrines nucléaires. Et ça, je pense que c'est un sujet extrêmement important, avec cette notion notamment d'intimidation stratégique qui avait été aussi mise en valeur il y a quelques années. Donc ça, je dirais, c'est la réponse classique. Il y a peut-être une réponse qui est un peu moins, qui est de se rappeler qu'il y a 20 ans, et je demande à Madame l'ambassadrice d'excuser ma prononciation, mais Qiao Liang avait publié « La guerre hors limite ». Un livre que je pense beaucoup d'entre vous ont lu. Il se trouve que je l'ai relu récemment. Et ce qui est quand même très frappant, c'est de voir la typologie qu'ils établissent, ils étaient deux auteurs, de 24 types de guerres, avec la guerre inframilitaire, la guerre militaire et la guerre supramilitaire, y intégrant notamment la dimension cyber, la dimension financière, la dimension environnementale. Enfin, je pourrais développer. Et ça me semble très intéressant parce que je pense qu'il y a une forme de conflictualité à penser qui est beaucoup plus latérale, avec un continuum en fait paix-guerre que nous établissons d'emblée et que nos adversaires / partenaires, ce que l'on veut, établissent de moins en moins. Et ça, pour moi, c'est quand même la réflexion qu'il faudra avoir, et là-dessus. C'est-à-dire comment ce continuum est en train de modifier à la fois la conflictualité et par voie de conséquence les lignes de faille. C'est-à-dire qu'il y a une dimension proprement militaire qui reste centrale, mais pas seulement. Et en fait, c'est cette latéralité ou cette addition-combinaison, pour paraphraser les auteurs chinois, qu'il faut, à mon avis, penser. Dernier point, quand on relit ce qu'il a écrit au moment de la crise sanitaire, Qiao Liang, il a fait une interview tout à fait fascinante au printemps, où il dit une chose, à mon avis, qu'il faut méditer. Il rappelle une évidence, mais qu'on a peut-être tendance à oublier. On n'est pas une puissance technologique si on n'est pas une puissance manufacturière. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tous les segments
doivent être à minima contrôlés. Et ça, je pense que c'est un rappel extrêmement important pour les Européens qui traversent cette crise en se rendant compte que oui, on a développé des chaînes de valeur, on a fait tout un travail de sourcing extrêmement fin, mais qu'il y a des domaines, et la défense en est évidemment un, dans lesquels il faut être extrêmement attentif. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut évidemment penser dans la situation actuelle. On l'a rappelé tout à l'heure, hein, il y a eu la période des dividendes de la paix, et puis depuis le début des années 2000, on assiste au niveau mondial à une augmentation des dépenses de défense, alors surtout dans certaines zones, aux États-Unis, en Asie, au Moyen-Orient. Quand on regarde la dépense de défense finalement de l'Europe, elle est plutôt stable dans le temps et même a plutôt tendance à baisser et pas à augmenter comme les autres zones. Donc est-ce qu'en fonction du contexte que vous avez dressé, est-ce qu'il faudrait réarmer et pourquoi? Bon, sous le contrôle d'Antoine, je crois que l'addition dépenses militaires France, UK, Allemagne, Italie, c'est 12% de la dépense militaire mondiale. Et avec un changement en 40 ans extrêmement spectaculaire de la dépense militaire chinoise et évidemment une avance américaine. Alors moi, j'utilise effectivement le terme réarmement volontairement par rapport à celui de remontée en puissance, qui est une forme d'euphémisme. Et je l'utilise en étant tout à fait conscient de sa connotation historique. Il se trouve que j'ai fait ma thèse avec Robert Frank, qui lui-même avait fait sa thèse avec Jean Bouvier sur le coût du réarmement sous le Front populaire. Et j'ai relu ses travaux récemment, la thèse date de 1981. Et il y a deux choses qui me frappent. Alors, il y a toute la justification du fait que le Front populaire a réarmé, qui est un débat historiographique de l'époque, mais il y a deux choses qui me semblent très utiles dans la situation actuelle et pour lesquelles il faut parler de réarmement à mon sens. La première, c'est qu'il n'y a pas d'effet immédiat entre une relance budgétaire et une hausse de la production industrielle. C'est-à-dire que ça ne se fait pas de manière linéaire. Et que des efforts pris mettent beaucoup de temps à se mettre en œuvre. Et le corollaire de cette dimension, c'est qu'en fait, on ne peut jamais rattraper du temps en période de crise. Donc ça, il faut toujours l'avoir évidemment à l'esprit quand on est en train de consentir un effort budgétaire qui ne peut trouver son sens que s'il est maintenu, évidemment, au-delà de 2022. Et le deuxième enseignement rappelé par Franck, c'est que réarmement militaire doit aller de pair avec réarmement moral. Alors non pas au sens du tout d'un militarisme, mais tout simplement d'une capacité à se mettre d'accord sur les dangers auxquels on doit faire face. Bon. Et là-dessus, je pense qu'il y a un vrai travail déjà en France, entre nous. Et évidemment en Europe. Bon, alors le Strategic Compass, tout ça, ça va évidemment dans le bon sens. Ces exercices sont très nécessaires, mais je pense qu'on est loin du compte encore. Et donc, de ce point de vue-là, ça me semble très important de travailler sur le plan intellectuel et par conséquence doctrinal. Le deuxième point, si vous voulez, de cette idée de réarmement, bon, tous les chefs d'état-major, depuis maintenant plusieurs années, insistent parce que justement, ils ont observé le comportement d'acteurs comme la Turquie, par exemple, ou il y a quelques années de la Russie. Alors, ils n'utilisent pas forcément les mêmes termes, et il y a des débats entre armées, mais peu importe, on voit bien l'idée, parle d'épaisseur ou de davantage de masse. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'on est sur des modèles que l'on veut complets, et ça, le chef d'état-major des armées le rappelle très régulièrement, un modèle complet, mais qu'en même temps, qui devient très échantillonnaire dans certains domaines. Bon. Et que se posent des choses auxquelles on a beaucoup de mal à aborder politiquement. Alors, je pense que Madame la sénatrice, évidemment, est convaincue de cela, mais tout simplement les notions de stock. De stock de munitions. Ce sont des choses qui semblent absolument évidentes et qui en réalité méritent d'être beaucoup plus encouragées, soutenues, observées par les parlementaires de mon point de vue. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis il y a un troisième point qui a été évoqué par le président de Boissieu que je trouve extrêmement important et que je vois monter et qui est très préoccupant, c'est l'attitude des banques. Avec le fait que tous ces classements, alors on a ces classements, pardon, toutes ces notions de RSE, ces labels, etc. On a le TIAN qui est entré en vigueur, hein, le traité d'interdiction des armes nucléaires, et tout ça, à mon avis, assez annonciateur d'une très grande contradiction sur laquelle il faut travailler. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un discours qui passe très bien, consistant à dire la BITD tire vers le haut l'appareil productif français, notamment en termes technologiques,
Mais enfin, si on ne peut pas financer ça avec des banques, c'est-à-dire que si les banques ne veulent pas le faire parce qu'elles ont peur d'avoir, je ne sais pas, Greenpeace à leur porte pour faire très simple et peut-être de manière trop caricaturale, on a un problème majeur. Et ça, je pense que c'est vraiment un sujet qu'il faut prendre à bras le corps, évidemment au niveau européen, mais également au niveau français. Et est-ce que finalement, l'autonomie stratégique est une réponse à l'environnement que vous nous avez présenté ? Comme nous tous, je pense, dans la salle, je le souhaite. Maintenant, je pense que c'est qu'une réponse partielle. Pas réouvrir devant ce public, puis avec les gens qui nous suivent. Enfin, pour l'autonomie stratégique, tout le monde a compris, c'est autonomie de décision, autonomie capacitaire, autonomie industrielle. Il y a quand même des progrès qui ont été faits dans le domaine industriel. Ça va dans le bon sens, pas assez vite, trop vite. Enfin bon. Mais moi, ce qui me frappe, si vous voulez, à l'heure actuelle, c'est deux choses. Je suis dans un groupe, dans plusieurs groupes transatlantiques. Et en fait, quand je dis un groupe transatlantique, je dis groupe, et c'est pas du tout par, comment dirais-je, souci de polémique que je dis ça, parce que je suis très frappé de la rapidité des changements de position. Madame la sénatrice faisait allusion à l'article d'AKK. Je suis dans un groupe transatlantique, comprendre en fait germano-américain, où on ne se comprend pas là-dessus. Hein, et quand, en fait, d'arriver à prononcer le mot autonomie est presque une prouesse. Donc il ne faut pas forcément, à mon avis, s'arrêter au mot. Je pense que l'idée, en fait, c'est de pouvoir dire aux Européens, on va probablement se retrouver dans des situations où il va falloir apprendre à agir par nous-mêmes. Bon. Mais je vois assez bien, si vous voulez, alors je suis dans l'univers qui est le mien, donc celui des think tanks, il faut corriger ça avec les impressions, et c'est pour ça que la discussion de cet après-midi sera intéressante, et je pense que Camille, du point de vue OTAN, aura peut-être une approche différente, mais je vois assez bien quand même, du côté de notre partenaire principal, enfin, hors Royaume-Uni, Allemagne, un effet de l'administration Biden déjà très visible par rapport au discours que nous portons depuis 2017 sur l'autonomie stratégique européenne. Donc, pour le dire autrement, je pense qu'il faut aller dans cette direction, mais que d'un point de vue proprement national, il faut aussi se dire qu'il faut avoir des choses tout à fait en propre, et en particulier le nucléaire. Je vous remercie. Justement, hein, je vais faire réagir Camille Grand, qui va nous donner la vision de l'OTAN sur la mise en œuvre d'une politique industrielle. Donc, Camille intervient depuis Bruxelles. Donc, peut-être déjà peut-il nous dire quelle est la vision de l'OTAN ? Pourquoi mettre en place une politique industrielle européenne de défense actuellement ? Est-ce que c'est cohérent avec les objectifs actuels de l'OTAN ? Alors, bonjour Jean, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'être là. Je suis désolé de ne pas être là en personne. Comme chacun d'entre nous, j'aurais aimé vous retrouver les uns et les autres physiquement, mais les circonstances font que c'est compliqué, d'autant plus que nous avons en ce moment même une réunion ministérielle de l'OTAN qui me retient à Bruxelles pour le reste de l'après-midi. Donc, je voulais... Pour réagir à ce thème de la politique industrielle de défense, je crois que c'est important de partir, comme Thomas l'a fait à l'instant, de l'environnement stratégique. Et ça, je crois que c'est un point d'accord général entre l'OTAN, l'Union européenne, les alliés, sur le fait qu'on est rentré dans un monde qui est assez différent de celui qui présidait à la construction des premiers éléments de l'ordre de la défense, où les défis stratégiques sont plus difficiles à relever, sont des défis stratégiques qui mettent en jeu des oppositions entre puissances majeures, qui mettent en jeu la question, un risque de guerre qui est peut-être pas le même que celui qu'on pouvait envisager, y compris de guerre, de crise impliquant des puissances majeures ou des puissances régionales importantes. Et donc, on est vraiment dans quelque chose d'assez différent du monde tel qu'il était au moment où moi, je travaillais au ministère de la Défense et où on lançait les premières initiatives de ce qu'allait être l'Europe de la Défense à la fin des années 90, au début des années 2000. Le deuxième point, c'est qu'il y a cette question de l'effort de défense qui est absolument critique. Là, je crois qu'il y a pour moi une relativement bonne nouvelle jusqu'à aujourd'hui, qui est que la crise de la Covid n'a pas changé fondamentalement la trajectoire d'accroissement de l'effort de défense des Européens. Dans le contexte autant, je dirais, des alliés européens et canadiens d'ailleurs, parce que c'est intéressant de voir que c'est un effort qui se passe
et qui n'est pas seulement une réponse aux demandes de M. Trump, mais sans doute aussi la prise de conscience de la réalité de ces dynamiques budgétaires et capacitaires qui sont là. Et on voit que la Covid n'a pas changé fondamentalement cette trajectoire. Et moi, j'étais assez satisfait de voir qu'à la dernière réunion des ministres de la Défense de l'OTAN, on a eu la confirmation des engagements d'augmentation de l'effort de défense à travers toute l'Europe et augmentation en termes réels, hein, pas seulement le fait de parvenir aux 2% grâce à la chute des PIB. Donc, on est vraiment dans quelque chose comme ça. Alors, pour venir sur la question très directement de pourquoi une politique européenne de défense et en quoi ça intéresse l'OTAN, je dirais plusieurs choses. D'abord, un tout petit pas en arrière sur ce qui se passe à l'OTAN dans ce domaine. L'OTAN n'a pas pour ambition, et probablement d'ailleurs pour capacité, d'organiser une politique industrielle de défense. Ce n'est pas sa vocation. C'est pas sa vocation d'alliance militaire. Et même si on traite de sujets à la jonction entre l'industrie et le capacitaire, on ne fait pas de politique industrielle, on n'en fait dans aucun domaine, et pas dans le domaine de la défense à proprement parler. Évidemment, on parle avec l'industrie. Moi, dans les multiples comités qui dépendent de la division que je dirige, on a un groupe OTAN Industrie qui d'ailleurs est un comité de l'OTAN auquel l'industrie participe. Donc, c'est quelque chose d'intéressant qui mène toute une série d'études régulièrement dans un climat non compétitif, mais qui sont particulièrement intéressantes. On a des engagements majeurs avec l'industrie. Donc, on participe bien à ces débats. Hein. Je co-préside avec le général Lanata, le commandant suprême allié pour la transformation, un grand forum OTAN-Industrie qui se réunit tous les 2 ans et qui est l'occasion d'avoir ces débats. Et donc, à ce titre-là, on pèse évidemment sur des décisions qui influencent l'industrie, mais on ne le fait pas à travers une politique industrielle. On le fait à travers un processus de planification, par la définition de priorités capacitaires, en favorisant la coopération entre alliés dans des coopérations multinationales, et de manière un peu plus marginale en finançant en commun des programmes qui ne sont pas des programmes d'armement, mais plus des programmes dans le domaine du commandement du contrôle, des communications ou des moyens de renseignement, de surveillance dans ce domaine. Donc, ça va être les programmes CCS, dans le commandement et de contrôle de la défense antimissile, ou dans les moyens de surveillance, tous les programmes bien connus, AWACS, AGS, etc. Donc, de ce point de vue-là, et là je me tourne vers l'Union européenne, on regarde les développements au sein de l'Union européenne plutôt comme une bonne nouvelle. D'abord, c'est une contribution à ce thème du partage du fardeau que je voyais plus haut, et c'est important. Et moi, je l'ai beaucoup dit quand, dans la préparation du cadre financier pluriannuel, la Commission européenne, de manière intéressante, m'a invité à plusieurs reprises à participer au débat intra-européen, si j'ose dire, sur pourquoi investir dans la défense. Et je ne trouve pas inintéressant que l'Union européenne, la Commission en particulier, se soit tournée vers un officiel de l'OTAN pour expliquer aux parlementaires européens, aux États membres, l'intérêt de porter l'effort dans le domaine de la défense. Donc, on a bien quelque chose qui, si c'est de l'argent frais, si j'ose dire, hein, qui vient s'ajouter à ce que font les États membres, remplit cette fonction de contribution au partage du fardeau au sein de l'Alliance Atlantique. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que quand je regarde ce qui se passe au sein du Fonds européen de défense ou des coopérations structurées permanentes, je vois des projets qui, dans leur immense majorité, couvrent des domaines de priorité capacitaire de l'OTAN. Donc là, il y a une bonne coordination qui se fait, on va dire, un peu automatiquement. Hein. On a 21 alliés dans l'OTAN qui sont des États membres de l'Union européenne. Donc c'est assez logique qu'ils poussent des priorités qui sont celles que nous avons par ailleurs définies ensemble dans ce contexte-là. Alors ça pose, cela dit, un certain nombre de questions, que sont la question à la fois de l'inclusivité de ces projets, et c'est un point sensible sur lequel je peux revenir, et aussi, disons, l'évolution plus générale de la relation entre l'OTAN et l'Union européenne, notamment autour de ces thématiques industrielles, technologiques et capacitaires.
Donc, il n'y a pas de politique industrielle au niveau de l'OTAN, hein, il y a plus une gestion du besoin capacitaire. Mais justement, comment mieux coordonner les différentes politiques industrielles qu'on va avoir avec les différents partenaires de l'OTAN pour répondre plus efficacement à ce besoin capacitaire? Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement d'avoir une concurrence entre des champions européens, des champions américains? Comment pas doublonner les recherches sur un programme d'armement? Quels seraient les moyens d'augmenter la coordination des politiques industrielles? Alors, ça s'insère évidemment dans le cadre plus général de la relation entre l'OTAN et l'Union européenne. On a, depuis plusieurs années, des progrès assez significatifs dans ce domaine. On a maintenant 74 domaines de coopération qui ont été identifiés entre les deux organisations, validés au plus haut niveau des deux organisations et qui font qu'on a plus d'échanges entre les deux organisations. Moi, je suis à l'OTAN depuis 4 ans. Tout le monde me dit que c'est plus dans les 3-4 dernières années que dans les 30 années qui précédaient. Avec à la fois des échanges entre équipes, staff to staff, comme on dit en bon français, qui permettent de se coordonner davantage. Moi, il ne se passe pas une semaine sans que j'ai un engagement avec un collègue ou de la Commission européenne ou de l'Agence européenne de défense ou de l'état-major de l'Union européenne pour parler de ces sujets capacitaires ou travailler sur un projet précis qui nous intéresse tous les deux. On a également toute une politique de briefing croisé. Je présidais la semaine dernière la conférence annuelle des directeurs nationaux de l'armement et mes collègues de la Commission et de l'Agence européenne de défense étaient présents pendant nos travaux et ont participé à nos discussions. Et l'inverse est vrai dans un certain nombre d'événements du côté de l'Union européenne. Donc on a cette pratique-là. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, évidemment. Et là, on touche à des questions de sensibilité politique. On n'a pas tout à fait les mêmes États membres. C'est pas une nouvelle que je vous partage avec vous. Et d'ailleurs, même parmi tous les États européens ne sont pas membres de l'Union européenne, ce qui d'ailleurs pose souvent c'est un sujet un peu de tension dans nos discussions à l'OTAN, où l'interchangeabilité dans les discours des États membres de l'Union européenne pour dire la politique européenne dans ce domaine et la politique de l'Union européenne peut susciter un petit peu de friction avec ceux des Européens qui se sentent tout à fait européens, mais qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou plus membres de l'Union européenne, pour parler de nos amis britanniques. Donc on voit bien que là, il y a ce sujet des frictions politiques, un petit peu de concurrence institutionnelle, disons-le franchement, qui se résout plutôt bien en général, mais qui peut de temps en temps aussi exister. Alors, à la fin des fins, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est d'une part de s'assurer que les processus capacitaires tels qu'ils et les projets tels qu'ils se mettent en place au sein de l'Union européenne répondent le mieux possible aux priorités de l'OTAN. Et ça, c'est intéressant de trouver les outils pour ce travail. Très honnêtement, on n'est pas encore dans une transparence pure et parfaite pour les sensibilités politiques que j'évoquais, mais on est dans quelque chose où on a finalement d'assez bons résultats, comme je le disais tout à l'heure. C'est important de voir aussi comment est-ce qu'on va trouver ça dans le domaine de l'innovation. C'est un peu le mot à la mode, et on voit que tant l'Union européenne que l'OTAN s'intéressent à ce champ de l'innovation. Et donc, il va être important de voir comment ces projets innovants vont pouvoir s'articuler, se coordonner. Je prends un exemple. J'ai lancé au sein de l'OTAN une coordination sur les systèmes maritimes unmanned, donc pilotés à distance, et qui soient en surface, sous-marin ou volant, dans les environnements maritimes, où on a 11 grandes marines de l'OTAN qui coopèrent sur le développement de ce besoin capacitaire et des initiatives technologiques dans ce domaine. On voit bien qu'il peut y avoir des points de contact avec des initiatives que pourrait prendre l'Union européenne pour financer telle ou telle technologie. Il sera important de trouver les voies et moyens de bien se coordonner. On peut dire la même chose, par exemple, dans le domaine spatial, qui vient d'être reconnu par
par l'OTAN comme un domaine d'opération après le cyber, donc un 5e domaine d'opération. Et dans ce contexte-là, c'est intéressant d'avoir en tête ce que moi je rappelle souvent de mon côté de Bruxelles, que nos collègues de l'Union européenne investissent massivement dans le domaine spatial depuis des années et sont donc un acteur avec lequel on doit bien se coordonner. Même si on ne fait, justement parce qu'on ne fait pas exactement la même chose dans ce domaine. Et enfin, et ça c'est évidemment un des points les plus sensibles, la sénatrice en parlait à l'instant, c'est-à-dire de voir comment est-ce que cette question de l'inclusivité croisée, j'ai envie de dire, c'est-à-dire des entreprises et des États tiers dans les projets des uns et des autres, peut être construite. Et ça, c'est évidemment quelque chose de sensible, mais je peux développer un petit peu là-dessus si c'est utile pour nos participants. Alors, je te ferai réagir peut-être plutôt au niveau des questions, hein, pour pouvoir avoir une présentation des différents points de vue. Et puis après, je vous laisserai échanger sur différents points. Antoine Bouvier, on a vu qu'il y avait des nouveaux enjeux sécuritaires, qu'une partie des Européens recherchait une autonomie stratégique. Est-ce que c'est un concept qui existe pour les entreprises ou qui doit être décliné et s'adapter ? Je vais essayer de répondre à la question qui est posée. Et ensuite, on viendra sur cette idée, cette notion d'autonomie stratégique. La question qui est posée recouvre en fait 2 questions. Pourquoi mettre en œuvre une politique industrielle de défense ? Et deuxième question, pourquoi cette politique industrielle de défense doit-elle ou peut-elle être mise en œuvre dans un cadre européen ? Je pense que ces 2 questions sont des questions qui sont différentes. Et que pour répondre à la deuxième question, il faut d'abord répondre à la première question. Pourquoi une politique industrielle dans le domaine de la défense ? Quand on pose la question d'une politique industrielle, on a deux grands types d'enjeux. L'enjeu économique, les emplois, l'exportation, l'aménagement du territoire, et l'enjeu stratégique, les grands secteurs qui sont considérés comme des secteurs stratégiques, les communications, l'énergie, les transports et la défense. Donc, pour la plupart des secteurs, l'objectif, la raison d'être d'une politique industrielle, c'est de répondre à ces 2 enjeux, l'enjeu économique et l'enjeu stratégique. Et je crois que dans le domaine de la défense, il y a un 3e enjeu qui fait la spécificité et le caractère unique de la politique industrielle de défense, et qu'il faut bien comprendre avant de répondre à la 2e question. Qu'est-ce qui fait le caractère spécifique d'une politique industrielle de défense ? C'est d'apporter une réponse technologique, une réponse capacitaire, donc in fine une réponse industrielle, à l'objectif que le président Hollande avait bien décrit dans sa lettre de mission pour le livre blanc, les trois libertés. Liberté d'appréciation, liberté de décision, liberté d'action. Et on voit que la politique industrielle de défense est, dans ses objectifs et dans sa nature, différente des autres politiques industrielles, transport, textile, automobile, parce qu'elle a un objectif qui n'est pas seulement un objectif économique, pas seulement un objectif stratégique, mais un objectif de souveraineté, avec ces trois libertés. Prenons quelques exemples que j'affectionne, et ceux qui m'ont déjà entendu les citer me pardonneront par avance. Lorsque la France a pu, grâce aux images d'Hélios 2, apporter la preuve à la tribune des Nations Unies que d'autres images apportées par d'autres alliés ne constituaient pas nécessairement une réponse définitive et crédible à une question majeure qui était la question qui a appelé une réponse, et dont la réponse a appelé une guerre. C'est parce qu'il y avait là-haut dans le ciel un satellite, Hélios 2, qui a permis d'avoir un accès indépendant, fiable, reconnu à des données qui sont des données militaires. Ça, c'est la liberté d'appréciation. Liberté de décision, liberté d'action, liberté de décision, vous me pardonnerez encore mes anciennes fonctions, le missile Météore rétablit
la supériorité aérienne par rapport à la plupart, voire la totalité de ceux qui sont potentiellement des rivaux ou des ennemis. Rétablir la supériorité aérienne, c'est se donner la capacité de décider, d'imposer, avec des risques qui sont politiquement et militairement acceptables, une no-fly zone. Ça, c'est la liberté de décision. Liberté d'action, c'est quand on décide avec d'autres. Parce que liberté d'action, ça ne veut pas dire décider seul. Autonomie stratégique, ça ne veut pas dire agir seul, nécessairement. Ça veut dire agir seul si on le décide et agir en coalition si on le décide. Lorsque la France a décidé de participer justement à une coalition à l'occasion de l'opération Hamilton sur des frappes en Syrie, seul le président de la République pouvait, ou plutôt il pouvait décider seul, sans demander l'avis de quiconque, d'employer ou de ne pas employer, sans prévenir auparavant, sans demander une consultation, sans s'engager sur des cibles, sans partager des cibles et sans partager ce qui est la liberté de décision et d'action des forces françaises. Et derrière ces trois exemples, il y a des capacités militaires. Derrière ces capacités militaires, il y a des équipements. Et derrière ces équipements, il y a des technologies et des capacités industrielles. Donc je pense qu'avant de répondre à la deuxième question, il faut bien comprendre comment on répond à cette première question. Économie, stratégie, mais souveraineté. Et on voit bien que quand on répond de cette façon à la première question, la deuxième question se pose dans des termes relativement spécifiques. Parce que tout le monde reconnaît que placer au niveau, non pas seulement coopération entre nations, mais au niveau communautaire, des enjeux stratégiques ou des enjeux économiques, c'est tout à fait légitime. En revanche, placer au niveau communautaire, on n'est pas dans la coopération entre nations, dans le multilatéral, on est dans le communautaire. Placer au niveau communautaire des enjeux qui sont des enjeux de souveraineté, de liberté d'action, de liberté d'appréciation, c'est un autre débat. Et ce débat, de mon point de vue, a été non pas fondé parce qu'il est très ancien, mais en tout cas a été bien structuré par le rapport sur la stratégie globale de Mme Mogherini en juin 2016, qu'elle a d'ailleurs opportunément retardé pour laisser se dérouler le vote du Brexit. Alors, je ne sais pas si ça a eu une influence ou pas, en tout cas, ça avait été bien mesuré parce que ce terme autonomie stratégique, comme vous l'avez noté, est un terme qui peut déranger ou choquer. Donc que dit ce rapport ? D'abord, il pose comme un objectif non pas seulement des pays, mais un objectif communautaire, cette notion d'autonomie stratégique, qui ne doit pas, mon cher Camille, être vue ou compris comme une opposition ou une double inclusion, je ne sais pas, dans un schéma OTAN où, par bonheur, les priorités de l'Europe sont celles de l'OTAN, mais qui est un objectif en soi, non pas contre l'alliance militaire, mais au sein d'une alliance militaire, avec la possibilité, selon les décisions des pays européens, d'agir seul ou en coalition, en tout cas d'apporter le terme employé par Mogherini, c'est l'Europe doit être un pourvoyeur de sécurité, security provider, d'apporter de la sécurité de façon autonome ou en coalition. Et Mme Mogherini a placé très haut et de manière très explicite cette ambition politique, l'autonomie stratégique, et a également, de façon extrêmement claire et explicite dans son rapport, expliqué qu'une base industrielle technologie de défense européenne était une condition pour l'Europe pas seulement en termes de région, mais l'Europe en termes d'Union européenne, une condition de cette autonomie stratégique. Donc c'est ça le débat. Il ne faut pas, je pense, rentrer dans une dialectique, une discussion trop ambiguë qui part des budgets, il faut plus de budget, il faut plus de capacités, il faut plus de capacités, il faut plus d'Europe. L'Europe apporte des budgets, ça réduit les différences sur le burden sharing et tout le monde s'en satisfait. Je pense que cette approche est une approche tout à fait juste, mais qui ne va pas à l'essentiel. L'essentiel, c'est la politique industrielle de défense à un objectif de souveraineté. Et la placer dans un cadre européen, c'est accepter, comme l'a redit récemment le président de la République, accepter que l'autonomie stratégique européenne ne soit en aucune façon en contradiction avec la souveraineté des différents pays, mais la complète.
et que les deux se complètent mutuellement. Je pense qu'un premier galop d'essai, si je puis dire, de cette notion, ça a été il y a 10 ans le traité franco-britannique de Lancaster House, sur lequel les deux pays n'ont pas opposé, mais ont au contraire expliqué que la souveraineté nationale, la dépendance mutuelle et l'autonomie stratégique des deux pays pouvaient se conjuguer et devaient se conjuguer, parce que, comme le disaient les Britanniques, soit on la partage, soit on la perd. Et il faut la partager plutôt que de la perdre. Donc voilà, je pense comment le débat devrait être posé. Dans quelle mesure est-ce que l'Europe, et Madame la sénatrice, c'est ce que vous disiez, l'Europe politique, parce qu'à ce moment-là, on ne parle pas juste de taille critique, on ne parle pas d'économie, on parle d'Europe politique. Comment est-ce que l'Europe politique met en place une politique industrielle de défense dont l'objectif ne soit pas seulement un objectif économique et stratégique, mais soit un objectif d'autonomie et de souveraineté. Je pense que c'est le débat qu'on a aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous voyez actuellement comme obstacle en termes économiques, puisque cette politique industrielle doit aussi, finalement, quand on sera d'accord sur les objectifs, provoquer du changement structurel. Est-ce qu'on a besoin de ce changement structurel actuellement, pas en termes économiques? Est-ce que l'augmentation des coûts, la fragmentation des chaînes de sous-traitance ou des chaînes de valeur. Est-ce que cette politique industrielle pourrait résoudre ces problèmes-là ou les dépasser? Je pense que le principal enjeu est celui de la taille critique. Je ne sais pas quel est le ratio des budgets de défense, de l'ensemble des budgets de défense. Le chiffre que je voudrais citer, c'est le périmètre R&D, achat. C'est-à-dire ce qui fait en fait la BITD, la recherche, le développement et puis la fabrication des produits. Ces chiffres sont très approximatifs, vous me pardonnerez, mais ils donnent, je crois, une bonne compréhension des enjeux au haut niveau. Les 28 pays, 27 plus 1, donc l'Union européenne plus la Grande-Bretagne, représentent chaque année sur ce périmètre un budget d'environ 40 milliards. Les États-Unis représentent sur ce périmètre un budget d'environ 160 milliards. Et Camille Thomas, si mes chiffres ne sont pas les bons, s'il vous plaît, dites-le moi pour la prochaine discussion que nous aurons ensemble sur ce sujet. Mais enfin, s'ils ne sont pas exacts, ils ne doivent pas être très loin de la réalité. Donc, par rapport à ce ratio de 1 à 4, 40 à 160, on peut avoir deux réactions. La première, c'est de dire effectivement que ce ratio n'est pas rattrapable et que donc un alignement, une définition commune des priorités, c'est la seule réponse. On peut avoir une autre réaction, une autre approche, en tout cas c'est la mienne. C'est d'analyser comment traiter ce ratio de 1 à 4. Le premier élément, c'est qu'aux États-Unis, compte tenu de la taille des budgets, la décision a été prise il y a déjà plusieurs décennies, décision totalement justifiée compte tenu de la taille de l'industrie américaine, d'avoir dans chaque domaine 2 champions. Donc, un raisonnement à la serpe, pardonnez-moi, mais ratio de 1 à 4. Si on arrive en Europe à n'avoir qu'un champion, alors qu'aux États-Unis, dans chaque secteur, il y a 2 champions, ce ratio de 1 à 4 devient, toutes choses égales par ailleurs, un ratio de 1 à 2. Maintenant, examinons ce ratio de 1 à 2 en fonction des ambitions politiques, c'est-à-dire des besoins opérationnels finalement. Ambition politique, d'un côté, space dominance, supériorité, c'est les termes même des analyses des revues stratégiques américaines, et on peut, nous, membres de l'OTAN, que se féliciter que notre principal allié ait cette ambition et les budgets correspondants, parce que c'est évidemment des éléments essentiels dans notre protection commune. Mais les objectifs de l'Europe, ce n'est pas un objectif dominance, c'est un objectif d'autonomie. Et quand on regarde sur le plan des capacités,
ce qui est cohérent d'un objectif de dominance et ce qui est cohérent d'un objectif d'autonomie, ce n'est pas pareil. Le F-22 est-il un produit d'autonomie ou est-il un produit de domination? L'Osprey est-il un produit de domination militaire, de supériorité militaire, ou est-il un produit d'autonomie? Je pense que ces deux produits, ces deux équipements sont plutôt, le B2, sont plutôt dans la classe de ce qui est nécessaire en termes de capacité opérationnelle pour assurer une supériorité militaire. Et quand on regarde la liste des programmes, encore une fois, en raisonnant de manière grossière, peut-être qu'en termes à la fois de performance et de volume des équipements, on retombe d'un ratio de 1 à 2 à un ratio de 1 à 1, à deux conditions, trois conditions. La première que je viens de mentionner, c'est qu'il y ait un champion européen, parce que s'il y a 5 ou 6 champions européens, ce beau raisonnement, évidemment, ne vaut rien. La deuxième, c'est qu'on n'utilise pas une partie trop importante de nos fameux 40 milliards pour acheter précisément des équipements en dehors d'Europe, parce que tout ce qui est perdu dans ces 40 milliards, c'est perdu pour la taille critique. Et troisième condition, que l'on puisse exporter, parce qu'à ces 40 milliards s'ajoutent les budgets de nos clients export et qui nous permettent d'assurer la taille critique. Et je dirais, compte tenu de l'actualité, peut-être quatrième condition, que les 28 qui sont devenus 27 plus 1, et dans ces 40, environ 10, 25% du total sont britanniques. On voit bien que le ratio deviendra encore plus difficile à gérer si on passe de 40 à 30. Donc voilà, de mon point de vue, les raisons non seulement de ne pas désespérer, mais d'être extrêmement volontariste et optimiste, tout en ayant bien conscience de ce qu'il faut faire. Champion européen, définir des besoins opérationnels qui sont cohérents de notre ambition politique d'autonomie et non pas de domination, export, préférence européenne et maintien dans le cadre de ce périmètre européen de la Grande-Bretagne. Je vous remercie. Alors, nous allons pouvoir passer aux questions. Peut-être que le temps que les intervenants dans le public veuillent bien préparer une question, peut-être que je peux essayer de rajouter, Antoine Bouvier, une autre condition. Finalement, vous avez eu beaucoup d'expérience, que ce soit dans des entreprises à Eurocopter, à Astrium, MBDA. Donc c'est à la fois des pure players, des entreprises qui peuvent être duales, le spatial. Est-ce que, comme autre condition à rajouter, pour atteindre les objectifs, il ne faudrait pas une certaine synergie ou une coordination des politiques défense, spatiale et aéronautique? Oui, certainement. Et je pense qu'il faut aussi revenir à ce qui était notre culture stratégique en France, qu'il est toujours d'une certaine façon, qu'il n'est pas nécessairement ou naturellement dans beaucoup d'autres pays européens, sauf la Grande-Bretagne, qui est la compréhension que le périmètre que les anglo-saxons appellent Aerospace and Defense est un périmètre cohérent. On a un peu perdu cette notion pour deux raisons. On l'a perdu parce qu'il y a eu au sein d'Airbus, par exemple, et de l'ensemble de l'industrie aéronautique, défense et spatiale française et européenne, il y a eu une croissance considérable de l'activité aviation commerciale, qui représente aujourd'hui environ 80-85% de l'activité d'Airbus, au moment où, dans les années 90, les budgets de défense en Europe étaient sous contrainte. Donc ce qui représentait dans les années 80-90 jusqu'au début des années 90 un certain équilibre dans nos grands groupes Aerospace and Defense entre les activités défense, spatiale, hélicoptère, aviation commerciale, cet équilibre a d'une certaine façon été rompu par la croissance extrêmement forte du commercial et par les contraintes sur la défense. Au moment même où, aux États-Unis ou en Chine, cette cohérence du périmètre Aerospace and Defense a été au contraire confirmée à la fois par l'organisation industrielle et par les politiques publiques, que ce soit CAS, Comac, Avic en Chine, que ce soit Boeing qui a 30% de son activité dans la défense aux États-Unis. Nous sommes les seuls en Europe à avoir oublié, avoir perdu de vue que ce périmètre est un périmètre cohérent,
par ses technologies, par ses compétences, par les produits duo. Mais ce qui est plus difficile peut-être à quantifier, c'est un périmètre cohérent par sa puissance, sa projection de puissance. C'est-à-dire que Boeing, c'est quand même autre chose que Lockheed Martin. Et Boeing sans le militaire, ça ne serait pas Boeing. Donc on voit bien qu'il y a dans ce périmètre une puissance, une projection de puissance, une notion d'acteur mondial fort qui n'existe ni dans le domaine commercial pur, ni dans le domaine militaire pur. Et si je devais répondre à votre question, certes, des coordinations par secteur, mais je dirais le plus important de mon point de vue, et la Commission a d'ailleurs lancé un travail sur le sujet, auquel bien entendu Airbus a contribué à sa place. La question de la Commission, c'était expliquez-nous quelles sont les synergies. Et le mot synergie, de mon point de vue, est encore un mot qui est trop limitatif. On parle de synergie industrielle, de synergie de contre-cycle, mais en fait, ce n'est pas une notion de synergie, c'est une notion de capacité globale à projeter de la puissance. Et c'est ça, je crois, qui est très important à retrouver en France, à retrouver en Europe, c'est la cohérence de ce périmètre comme un périmètre de puissance. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il n'y a pas de micro, mais il y a des micros qui captent les questions, hein, donc vous pouvez vous lever et poser une question. Thomas Gaumard, vous avez parlé des différents conflits qui existent aujourd'hui ou des différentes menaces. Vous êtes historien, vous avez un regard sur le passé également. Est-ce que c'est une situation qui est particulière d'avoir cette diversité des conflits, diversité des intensités et est-ce que cette situation, finalement, augmente nos besoins capacitaires et nos besoins d'augmenter notre dépense? C'est pas simple comme question. Je vais demander à Camille un appui-feu parce qu'il a en tête probablement les chiffres des pertes françaises. Je sais qu'il avait fait un travail là-dessus. Quand le monument au parc André Citroën a été inauguré en novembre 2019, je crois qu'il y a 543 noms de morts pour la France depuis 1963. Alors ça, c'est un chiffre quand même très intéressant quand on compare à la Première Guerre mondiale qu'Antoine connaît très bien, la Seconde Guerre mondiale ou aux guerres coloniales. C'est-à-dire que l'opinion et surtout nos dirigeants ont pris l'habitude de cela. Et Madame la sénatrice, vous mentionnez les 70 ans de paix de l'Europe, c'est quand même l'accomplissement le plus formidable qui soit, mais ce n'est pas quelque chose qui est acquis en réalité. Voilà. Et donc on a pris l'habitude de se dire que la sécurité extérieure de la France, c'est 10 morts par an, pour faire très simple. Et donc la question que vous me posez indirectement, c'est par rapport à des épisodes historiques antérieurs, est-ce que c'est la bonne unité de compte? Non, elle est tout à fait exceptionnelle. Est-ce que ça restera la bonne unité de compte à l'avenir? Tout le monde le souhaite, mais je n'en suis pas sûr. Bon. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est comment c'est vécu par les autres en Europe. Et là, je pense qu'il y a une différence, effectivement, qui s'explique par les cultures stratégiques. Le président de la République insiste beaucoup sur la notion de travailler sur les cultures stratégiques. C'est évidemment pas la même lecture des choses en Allemagne ou à Londres ou en Pologne. Là, je pense qu'il y a par rapport à cette notion de perte et puis par rapport aux référents historiques des approches extrêmement différentes sur lesquelles il faut travailler. Je vous remercie. Je crois que Camille voulait ajouter un mot. Non, juste un petit mot, parce que Thomas m'y a invité dans un chapitre que j'avais écrit il y a quelques années pour un livre de l'IFRI sur la puissance militaire, justement sur cette question des pertes, juste pour donner un ordre de grandeur. Hein, je suis sûr que la plupart de nos auditeurs sont familiers avec ça, mais c'est important de l'avoir en tête quand on parle de durcissement des conflits, etc. C'est qu'effectivement, les opérations extérieures de la France dans les dernières années, c'est peut-être 10 morts par an, et on sait que dans certains cas, pour nous comme pour nos alliés, ces 10 morts, je pense à Ouzbin, ont généré des choix politiques très forts. Pendant la guerre d'Algérie, on est à peu près à 10 morts par jour. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on est à 100 morts par jour, et pendant la Première Guerre mondiale, on est presque à 1000 morts par jour pendant la durée de la guerre. Donc on est on est quand même dans quelque chose, je veux dire, où il faut
prendre la mesure de ce que c'est qu'un conflit majeur et de l'importance de se préparer à ces conflits majeurs. Et le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, c'était le point soulevé par Thomas sur les perceptions différentes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important à avoir en tête chez nos alliés. On a évidemment la politique de sa géographie, on a des perceptions qui peuvent varier d'un bout à l'autre de l'Europe. Il est évident que les alliés du nord et de l'est de l'Europe ont aujourd'hui une préoccupation très marquée sur la question de la Russie et de l'attitude de la Russie dans son environnement immédiat, qu'on ne va pas retrouver forcément chez les alliés du sud de l'Europe qui vont être plus préoccupés par la déstabilisation de la zone Moyen-Orient, Sahel. C'est normal. Une fois qu'on a dit ça, c'est important qu'on ait cette conversation ensemble. Ce n'est pas des conversations qui sont séparées. La Russie est également présente en Méditerranée et déploie une stratégie qui est bien évidemment à 360 degrés. Et c'est important que aussi bien l'Union européenne que la France, que l'OTAN, quand on réfléchit à ces questions-là, on n'essaye pas de segmenter les théâtres d'opération. Et inversement, la question du terrorisme, on le voit bien tous les jours, n'est pas une menace qui se pose uniquement au pays, à la France, mais bien quelque chose qui touche tous les pays européens. Il y a maintenant très peu de pays européens qui n'aient pas, sous une forme ou une autre, été confrontés à la question du terrorisme ou ne soient pas engagés sur des théâtres où la lutte contre le terrorisme est une priorité. C'est très impressionnant et frappant de constater, par exemple, qu'un pays comme l'Estonie va se trouver à la fois présent au Sahel, mais attendre, et pas forcément dans un quiproquo explicite, mais attendre aussi beaucoup de la présence des alliés européens dans la présence avancée de l'OTAN dans les pays baltes et en Pologne, y compris de la part de la France. Alors je crois qu'on a peut-être un mot de réaction, et puis après je vais prendre une question dans le public. Très rapidement, dans le prolongement de ce que vient d'exprimer Camille sur le terrorisme, je pense que là aussi il y a un ordre de grandeur à avoir à l'esprit. Hein. Samuel Paty est la 264e victime du terrorisme. Bon. Et quand on voit en fait ce que les attaques terroristes ont provoqué dans la transformation de notre droit, dans notre posture de défense, on se rend compte qu'effectivement, il y a un effet direct entre ce nombre de victimes du terrorisme et des mesures prises. Donc je pense que c'est aussi un chiffre intéressant à avoir à l'esprit. Vous vouliez réagir, Madame la sénatrice ? Oui, simplement, quand nous parlons de 10 morts, ce sont les militaires auxquels nous rendons tous les honneurs. Et je crois que nous sommes nombreux à être allés très souvent et trop souvent dans la cour des Invalides, pour ne pas l'oublier. Mais c'est ne pas prendre en compte les civils. Aujourd'hui, les conflits tuent des civils avant de tuer des militaires. Et donc, je crois que nous nous sommes habitués, par le biais de ces chaînes d'information continue, à voir régulièrement le nombre de morts, comme on nous annonce le nombre de morts à cause de la Covid en France. Il s'installe, je crois, dans notre esprit, finalement, l'acceptation de ce qui se passe et de cette violence qui nous entoure. Et je crois qu'il contribue très largement à la prise de conscience avec le basculement que nous avons connu en 2015 en France, avec le terrorisme qui a tué sur notre sol pour la première fois. Jusqu'alors, nous regardions des scènes atroces d'attentats en Irak, au Moyen-Orient, mais ils étaient suffisamment éloignés de nous, finalement, pour penser que nous étions encore en sécurité. Et puis, en 2015, nous avons réalisé, et je crois que la nouvelle génération est aujourd'hui peut-être beaucoup plus consciente que la nôtre, de ce danger qui finalement fait qu'en effet la paix n'est pas immuable et qu'il y a l'acceptation, il me semble aujourd'hui, en tout cas en France, plus qu'ailleurs, de l'augmentation finalement d'un budget de la défense qui, il y a 10 ans, n'aurait pas été considéré comme une priorité comme ça peut l'être aujourd'hui, avec l'acceptation d'un bon nombre de lois qui sont passées, qui restreignent pour certains ou certaines nos libertés, mais qui font que la population est dans cette logique d'acceptation aujourd'hui. Je crois qu'il y a eu ce basculement. Ce n'est pas pour dire que
il faut surfer sur ce sentiment de peur pour aller plus loin. Mais en tout cas, dans le domaine de la défense, je ne crois pas que aujourd'hui, le gouvernement actuel ait un problème de faire accepter l'augmentation qui est prévue dans la LPM, notamment en matière budgétaire, alors qu'il y a forcément d'autres priorités en matière sociale et éducative. Mais je pense que cette prise de conscience est suffisamment forte. Je vous remercie. Une question dans la salle, je crois. Oui. Je me dévoue. Madame la sénatrice, Monsieur Bouvier a parlé de la nécessité d'associer une politique, une stratégie de défense basée en France et en Europe sur l'autonomie stratégique et la souveraineté, comme ça a été dit et présenté donc, dans la stratégie globale de l'Union. On constate, M. Bouvier l'a dit aussi, que c'est quelque chose qui n'est pas partagé par l'ensemble de nos partenaires, en particulier l'Allemagne. Au niveau politique, que pouvez-vous imaginer, que pourrait-on faire pour faire prendre conscience nos principaux partenaires européens, et en particulier l'Allemagne, pour adhérer à un concept, peut-être pas le concept français, mais un concept cohérent permettant une mise en place d'une politique industrielle européenne de défense? Toutes les questions sont pertinentes et compliquées à la fois. Je crois que les mots ont un sens et que il faut que nous fassions peut-être preuve, non pas d'un peu plus d'humilité, mais ça serait bienvenu bien sûr, mais surtout de pédagogie. Dans le rapport que nous avons présenté à la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées l'année dernière sur la défense européenne, nous avons très longuement avec mon collègue Ronan Le Gleut discuté du titre et nous l'avons présenté comme étant un défi le défi de l'autonomie stratégique, parce que dans notre tournée européenne, nous avons pris le temps d'aller à l'écoute dans différents pays européens et nous sommes rendus compte que le terme d'autonomie était en fait un vilain mot qui n'était absolument pas compris, qui immédiatement était associé à indépendance. Et c'est quand même l'OTAN, le fait de notre rapport à l'OTAN, de nous assurer que ce que nous pouvons faire n'agacera pas les Américains et notamment le président Trump à l'époque, où beaucoup de nos partenaires européens nous disaient mais en fait nous devons faire très attention parce que nous avons besoin des Américains. Beaucoup de pays aujourd'hui n'imaginent pas que nous puissions être indépendants et acceptent en fait cette protection depuis très longtemps. Alors c'est pour ça que tout à l'heure dans mon propos liminaire, j'ai pris le temps de parler de l'importance de se souvenir de l'histoire de ces pays, de la culture de ces pays et de ne pas oublier d'où ils viennent, et il n'y a pas si longtemps pour qu'ils aient pu l'oublier. Donc je crois que nous devons prendre le temps d'expliquer, et cela a été très bien dit tout à l'heure par Thomas Goma, de ce que nous entendons par autonomie, de ce que nous entendons par souveraineté. Ce sont des termes qui, bien sûr, en France, font consensus. Je crois que quand le président de la République s'exprime, il s'adresse bien sûr aux Français, mais ces discours aujourd'hui sont partagés dans le monde entier. Et comme les images d'ailleurs, sans préparation aucune de ceux qui reçoivent à la fois le discours, de ceux qui reçoivent les images. Et donc je crois qu'il y a une incompréhension et qu'il faut que nous fassions attention de ne pas nous isoler. Moi, c'est le sentiment que j'ai dans les discussions que nous pouvons avoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de l'exécutif, on voit, et notre ministre en parlera peut-être tout à l'heure, un vrai engouement. Enfin, nous surjouons le couple franco-allemand. On n'utilise pas le terme couple du côté allemand. On utilise le terme de partenariat, ce qui veut bien dire que nous, dans le couple, nous y mettons de l'émotion. Nous voulons absolument ce que les Allemands appellent un partenariat. Donc nous surjouons cela, mais au niveau exécutif, tout se passe bien, par exemple pour le SCAF ou les MGCS. Et au niveau parlementaire, je ne dirais pas que les membres de l'exécutif ou du gouvernement allemand ne sont pas honnêtes, mais disons que leur discours est beaucoup plus policé que celui des parlementaires. Et nous avons énormément d'inquiétudes, je le dis ouvertement, sur les deux projets qui semblent pour la France absolument essentiels, et ils sont existentiels,
du point de vue des investissements dont nous avons besoin et pour nos industriels, mais qui, pour l'Allemagne, ne sont pas appréhendés de la même façon. Parce que notre point de départ, et vous l'avez utilisé tout à l'heure, c'est un terme important, nous avons ce besoin opérationnel, ce qui n'est pas le besoin allemand, c'est un besoin industriel. Donc déjà, le point de départ est différent. Et je crois qu'il faut que nous prenions peut-être plus en compte, désolée, je suis un petit peu longue, mais la question en vaut la peine, que nous prenions beaucoup plus le temps de comprendre le point de départ de nos partenaires et ce qu'ils attendent de notre investissement. Et je pense que peut-être nous faisons preuve d'un peu trop d'impatience. Mais en tout cas, dans ce partenariat franco-allemand, je crois qu'il faut que nous arrêtions d'être trop enthousiastes. Parce que quand on l'est, on démontre à l'autre qu'il est absolument essentiel et très important, et ça nous met en position de faiblesse, en tout cas dans les négociations. Merci pour cette analyse. Antoine Bouvier, vous vouliez apporter une vision complémentaire ? Une vision complémentaire, oui, j'espère. Peut-être une vision française et allemande. Tout à fait. En tout cas, une vision d'industriel. Je pense qu'il ne faut pas... Là, je parle avec prudence de notre partenaire allemand et pour Airbus, de nos collègues. Airbus est une entreprise franco-allemande et britannique et espagnole. Il ne faut surtout pas réduire, même si c'est une dimension très importante, les motivations allemandes sur ces programmes au volet industriel. Il y a certes un engagement opérationnel de la France sur tout un ensemble de théâtres sur lesquels l'Allemagne n'est pas présente ou est présente avec tout un ensemble de limitations. Mais à travers le concept de nation cadre, qui est un concept OTAN, mais qui est appliqué dans un cadre européen, à travers les intégrations opérationnelles, les coopérations extrêmement étroites entre les armées allemandes et puis les 13 ou 14 pays Mitteleuropa, Allemagne, Europe de l'Est, Scandinavie sur le concept de nation cadre, il y a une vraie approche militaire et opérationnelle, capacitaire qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Elle se construit sur un historique, une culture différente. Elle se construit avec des objectifs stratégiques et des appréciations de menaces différentes. Mais il y a bien, en France et en Allemagne, une approche qui est une approche à la fois industrielle, stratégique et opérationnelle et militaire. Et donc, il faut, je pense, rétablir cette vérité et en faire justice à nos partenaires allemands. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a effectivement, vous l'avez souligné, Madame la sénatrice, des mots qui nous sont familiers, qui sont moins familiers à d'autres, qui sont d'ailleurs difficiles à traduire. Et quand ils sont difficiles à traduire, on peut bien se dire que la notion elle-même est assez nationale, qui sont mal compris. Autonomie, indépendance, respect de l'alliance, protection de l'alliance, qu'il ne faut pas mettre en danger. Et ça, je pense que personne, y compris en France, ne met ces objectifs en doute. Donc il y a ce débat qui est un débat important, parce que c'est un débat politique, c'est un débat idéologique, mais il y a à côté de ce débat, il y a des actions, il y a des politiques, il y a des programmes. Et quand on compare, quand on met en miroir ce débat politique, ce débat idéologique et les programmes, je pense qu'on est rassuré. On est rassuré parce que quelles que soient les différences d'approche qui existent sur ces grands programmes, MGCS, SCAF, entre l'Allemagne et la France, à la fois en termes industriels, en termes capacitaires, en termes stratégiques, en termes d'appréciation des menaces, quelles que soient ces différences, les Français et les Allemands sont en train de travailler avec le plus haut niveau de priorité pour qu'un certain nombre de jalons, qui sont des jalons essentiels pour ces programmes, soient franchis dans les prochains mois, avant les échéances politiques, d'abord en Allemagne, ensuite en France. Ça veut dire qu'il y a une volonté politique extrêmement forte de très haut niveau, au plus haut niveau des deux pays, d'aller sur ces programmes. Et ces programmes ne sont pas seulement des programmes capacitaires. C'est des programmes, alors je ne sais pas trouver le mot, du coup, parce que ça sera probablement un mot différent, mais c'est des programmes de souveraineté, des programmes d'autonomie. Et pas d'autonomie au sens indépendance, d'autonomie au sens renforcement
L'un dira l'Europe de la défense, l'autre dira le pilier européen de l'Alliance. Et ces deux notions sont certes assez distinctes. Mais in fine, quand on parle d'équipement, on parle du même équipement qui sera en service dans plusieurs pays européens et qui aura pour objectif de ne plus être intégré, de ne pas être intégré comme on peut l'être à travers le F-35. Le F-35, ce n'est pas un équipement d'interopérabilité, c'est un équipement d'intégration. Peut-être que Camille réagira sur ce sujet, mais je caricature. Mais enfin, c'est pour faire comprendre la notion. On n'est pas dans une logique d'interopérabilité, on est plus dans une logique d'intégration, et cette logique d'intégration est traitée et questionnée par ces grands programmes, alors que la logique d'interopérabilité est au contraire confirmée par ces grands programmes. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre, et d'une certaine façon s'affranchir un petit peu de ces débats, parce que ce qui se passe à côté, sur les faits, est plus important et beaucoup plus moteur. Je vous remercie. Alors, un dernier mot très court de Madame la sénatrice et de Camille, je crois, qui voulait réagir également sur ce propos. Oui, en fait, vous savez, nous sommes les seuls à utiliser le terme Europe de la défense. Ça ne se traduit pas dans les autres langues. Et le reste des Européens utilisent défense européenne. Donc peut-être que si nous adoptions le vocabulaire utilisé par nos partenaires, peut-être que, en effet, la communication serait beaucoup plus facile. Pour l'interopérabilité, je pense que derrière cela, il y a quand même le fait d'acheter la protection américaine, avant tout. Tout en sachant que juridiquement, cela ne vaut rien, parce que quand on signe un contrat avec Boeing ou Lockheed Martin, on ne signe pas un contrat avec le département de la défense américain. Mais bon, c'est quand même cela qui est fait. Moi, cette interopérabilité, quand on voit, et là, tous ceux qui aiment notre avion Rafale diront que quand même cet avion n'a rien à voir avec le F-35. D'ailleurs, récemment, un parlementaire belge a dit que, enfin il a écrit, c'était assez amusant, que finalement la Belgique avait acheté une dinde et l'avait payée à prix d'or pour financer l'aigle américain. Voilà. Merci. Camille ? Oui, non, deux, trois petits commentaires sur ce qui vient d'être dit, et c'est vraiment une conversation intéressante, mais moi je suis évidemment très sensible de Bruxelles sur la manière dont ces débats se forment et dont la France peut être perçue. Moi, ce que j'ai constaté à l'OTAN, c'est une réalité assez forte, et je dis ça sans esprit de critique, mais sur les 30 alliés, il y a 27 alliés qui construisent leur politique de défense d'abord et avant tout à l'OTAN, dont tous nos partenaires de l'Union européenne. Donc il y a 3 exceptions à ce principe, qui sont les États-Unis, pour des raisons évidentes de superpuissance, la France pour des raisons historiques et de tradition, d'autonomie de l'action depuis des décennies, et la Turquie. Tous les autres, à des degrés divers, placent et construisent leur politique de défense à travers l'OTAN. Donc c'est très important, quand on amène des concepts européens, des idées, d'avoir ça en tête pour pouvoir construire le dialogue avec nos partenaires dans l'Union européenne, et savoir exactement... moi, très souvent, je n'ai pas du tout d'état d'âme avec les prises de position, évidemment, des autorités françaises sur ce sujet, mais souvent, je me dis, tiens, ce serait bien de rajouter les 2 mots qui rendraient les choses plus compréhensibles pour certains de nos partenaires qui cherchent et qui attendent, qui souvent réagissent de manière un peu automatique à des idées qui, par ailleurs, une fois qu'elles sont expliquées, et je dois dire que moi, je suis très frappé de voir comment les ministres de la Défense et des Affaires étrangères ont fait beaucoup ce travail par rapport à il y a quelques années. On fait un gros travail d'engagement avec nos partenaires en Europe dans toute leur diversité. Un mot sur le sujet de l'interopérabilité, parce qu'il est très important. Pour moi, l'interopérabilité, là, je mets ma casquette technique autant, c'est vraiment un des sujets dont je m'occupe presque tous les jours. C'est la capacité à agir ensemble. Et là, j'ai envie de dire, quel que soit le contexte, c'est-à-dire que ce soit dans un contexte européen, que ce soit dans un contexte OTAN, que ce soit dans une coalition ad hoc,
Et finalement, là, ce qui est important, c'est d'avoir les outils de cette interopérabilité qui sont une combinaison de facteurs techniques et de standards pour s'assurer que aussi bien les munitions que les moyens de communication soient interopérables et soient interopérables dès le premier jour. Et c'est ça sans doute la différence avec le passé. Avant, on pouvait régler ces problèmes en prenant un petit peu de temps. Aujourd'hui, cette interopérabilité du premier jour est indispensable pour faire face à la diversité des menaces et des situations auxquelles on peut envisager. Et elle se construit dans un dialogue permanent entre les membres de l'Alliance Atlantique, les membres de l'Union européenne, pour être sûr qu'elle soit la plus fluide possible. Et c'est vraiment ça l'objectif. Pour moi, c'est pas un levier de politique industrielle au sens propre, hein. C'est vraiment un besoin militaire qu'il faut avoir constamment en tête, et ensuite qu'on décline dans des choix qui peuvent être différents dans les équipements eux-mêmes. Merci beaucoup. Merci. Donc, je remercie l'ensemble des participants à cette table ronde. Et puis, je laisse la place à Olivier Martin pour annoncer la suite de l'après-midi.